Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle capsule sur le chapitre Mouvement d'un système. Vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 254. Alors, que faut-il définir avant d'étudier un système? Il va falloir définir le système. Le système, c'est l'objet ou le point d'objet dont on étudie le mouvement. Par exemple, si vous étudiez le mouvement d'un skieur, le système sera le skieur. Ensuite, pour étudier un mouvement, vous devez définir le référentiel. Le mouvement d'un système doit être décrit par rapport à un objet de référence. C'est cet objet de référence que l'on appelle le référentiel. À chaque référentiel choisi, on va également associer un repère d'espace et une horloge. Nous pourrons donc repérer les coordonnées du système à chaque instant et les dates des positions occupées par le système à chaque instant. Quelques rappels de différents référentiels que vous avez vus en classe de seconde. Donc vous avez le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique. Donc le référentiel terrestre, il est ici en petit en bleu. Donc il est centré sur un objet fixe à la surface de la Terre et ses axes sont liés à la rotation de la Terre. On utilise le référentiel terrestre pour tout objet étudié sur Terre. Ici, je vous ai mis le référentiel géocentrique. Donc cette fois, l'origine est au centre de la Terre, mais les trois axes ici en rouge sont dirigés vers trois étoiles fixes. On utilise le référentiel géocentrique pour étudier le mouvement d'objets qui tournent autour de la Terre, par exemple la Lune. Vous avez maintenant le référentiel héliocentrique, donc il y a trois axes dirigés également vers trois étoiles fixes. Le centre de ce repère, c'est le centre du Soleil. On utilisera le référentiel héliocentrique pour étudier le mouvement d'objets qui tournent autour du Soleil. Par exemple, si on veut étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil. Le mouvement est relatif. Donc ça veut dire qu'il va dépendre du référentiel choisi. Définissons pour commencer la trajectoire. Donc dans un référentiel, la trajectoire du système, c'est l'ensemble des positions successives occupées par ce système au cours du temps. Donc la Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil tourne autour de la Terre. Voilà deux petites questions que je vous pose à partir des deux images suivantes. Qu'est-ce que je dois répondre ici? Qui tourne autour de qui? Donc dans cette première image, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Deuxième image, qui tourne autour de qui? Réponse, cette fois c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. On voit que le mouvement d'un point du système étudié dépend du référentiel. On dit que le mouvement est relatif. Intéressons-nous maintenant au vecteur force. Le vecteur force est un vecteur qui modélise la force d'un système sur un autre. Il a des caractéristiques qui traduisent l'action mécanique étudiée. Donc comme tout vecteur, il va avoir une direction, un sens, une norme. Donc pour direction, on va avoir celle de l'action, pour sens, celui de l'action, pour norme, donc une valeur qui va être exprimée en newton. Alors pour certaines forces, nous avons des formules. Par exemple, pour le poids, nous avons vu que pour trouver la norme du vecteur poids, nous avons la formule P égale petit m fois g. Vecteur vitesse et vecteur variation de vitesse. Intéressons-nous au vecteur vitesse en un point. Donc dans un référentiel donné, la valeur VI de la vitesse du système dans la position MI est assimilée à la valeur de la vitesse moyenne du système entre deux positions très proches, MI et MI plus 1.
Donc ici, nous avons MI par exemple, et ici, nous avons MI plus 1. Pour trouver la vitesse instantanée au point MI, je vais donc appliquer cette formule-là. MI plus 1, c'est la longueur du segment MI plus 1. Et je vais diviser cette longueur par la durée du parcours entre le point I plus 1 et I. Ici, je vais avoir des distances, des longueurs en mètres et ici, un temps en secondes. Caractéristiques du vecteur vitesse. J'insiste, si je mets un vecteur ici, je mets un vecteur ici. D'accord? Un vecteur égale un vecteur. Comme tout vecteur, il a une direction qui va être tangente à la trajectoire. Il va avoir un sens, celui du mouvement. Il va avoir une valeur, elle va s'exprimer en mètres par seconde. Et pour représenter le vecteur vitesse, on va utiliser une échelle adaptée de valeur de vitesse. Donc par exemple, ici, j'ai tracé le vecteur V2 au point M2 et vous voyez qu'il y a une échelle. De là à là, j'aurai 1,5 mètres par seconde. Traçons ensuite le vecteur variation de vitesse. Le vecteur variation de vitesse va s'appeler delta V. Variation pour delta, V pour vitesse. Lors d'un mouvement, le vecteur vitesse V peut varier en direction, en sens et en valeur. Le vecteur variation de vitesse delta V du système n'est alors pas égal au vecteur nul. Alors pour trouver le vecteur variation de vitesse delta VI d'un système en mouvement entre les points MI et MI plus 1, on va appliquer la relation suivante. Delta VI est égal au vecteur VI plus 1 moins le vecteur VI. Attention, c'est une relation vectorielle. Un vecteur est égal à un vecteur moins un autre vecteur. Petit exemple, tracé de vecteur variation de vitesse en M4. Donc ici, j'ai pris donc une trajectoire. Nous avons tracé le vecteur V4 et V5. Je souhaite tracer le vecteur delta V4 qui est égal à V5 moins V4. Comme méthode, je peux directement tracer au point M4 le vecteur moins V4 et ensuite rajouter le vecteur V5. Comme ça, j'aurai bien tracé moins V4 plus V5 et j'aurai le vecteur delta V4. Donc le vecteur delta V4 est toujours dirigé vers l'intérieur de la concavité. Lien entre variation de vitesse et mouvement. Donc si le vecteur vitesse reste constant, alors la variation de vitesse est nulle et le mouvement va être rectiligne et uniforme. Si le vecteur vitesse conserve sa direction mais change en norme, alors le mouvement sera rectiligne et non uniforme. Si le vecteur vitesse change en direction et en valeur, alors le mouvement est curviligne. S'il change uniquement en direction, le mouvement est circulaire. Quand on aura un mouvement circulaire, delta V va être dirigé vers le centre du cercle. Expression approchée de la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton simplifiée exprime que la variation du vecteur vitesse par unité de temps, delta V sur delta T, multipliée par la masse du système, est égale à la somme des forces extérieures s'exerçant sur le système. Attention aux unités, F est en newton, M en kilogrammes, delta V en mètres par seconde et delta T en secondes. Attention, relation vectorielle, j'ai un vecteur qui va être égal à un autre vecteur. Somme des forces, ici, c'est appelé la résultante des forces.
Pour obtenir la somme des vecteurs force, j'additionne les vecteurs force. Si dans un cas particulier, somme des forces égale vecteur nul, on va dire que les forces se compensent. Or, delta V va toujours avoir la même direction, même sens que somme des forces. Plus un objet sera lourd, plus il sera difficile de lui faire subir une variation du vecteur vitesse. Il est possible de prévoir le comportement d'un système, variation du vecteur vitesse, à partir du bilan des forces. Il est possible de déterminer une force à partir du comportement cinématique du système. Ça veut dire quoi? Petite méthode pour les exercices. Quand vous allez avoir un exercice utilisant la deuxième loi de Newton simplifiée, déterminez le système, choisir le référentiel, faites le bilan des forces et appliquez l'expression simplifiée de la deuxième loi de Newton. Vous allez vous retrouver dans deux cas. Soit il faudra déterminer la valeur de la résultante des forces en connaissant la valeur de la variation de la vitesse delta V du système pendant dt, soit il faudra déterminer la valeur de la variation de la vitesse delta V si vous connaissez la résultante des forces appliquées au système. Je vous encourage à bien noter cette méthode et à l'utiliser dans les exercices. Voilà, la capsule est terminée et je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre.